Tu n'es plus la propriétaire de cette maison, donc ton avis ne compte pour rien. Olivia a hurlé cela tandis qu'elle déplaçait mes meubles d'un côté à l'autre comme si j'étais invisible. Ma belle-fille se tenait au milieu de mon salon, les bras croisés, avec un air de mépris que je n'aurais jamais imaginé me serait destiné. Je venais de lui demander pourquoi elle changeait tout sans me consulter. C'était une question simple, calme, mais sa réponse fut un coup direct en pleine poitrine. Je restai immobile, mes mains tremblant à mes côtés. 67 ans que je portais cette vie. Et voilà qu'une femme, arrivée dans ma famille il y a seulement 5 ans, me disait que je n'avais aucun droit d'avoir une opinion dans la maison que j'avais bâtie, entre les murs que j'avais élevés, dans le foyer où j'avais élevé mon fils seul après le décès de son père. Je regardais Michael, mon fils, mon unique fils. Il était assis sur le canapé, le regard figé sur son téléphone, comme si rien ne se passait, comme s'il n'avait pas entendu sa femme m'humilier, comme si je n'étais pas là, brisé, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il ne dit rien. Il se contenta de glisser son doigt sur l'écran de son téléphone, évitant mon regard. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas la première fois qu'Olivia me parlait ainsi. Mais c'était la première fois qu'elle le faisait devant Michael, et qu'il ne réagissait pas. C'était la première fois que je comprenais que mon fils avait choisi, et il ne m'avait pas choisi. Olivia continuait de parler, mais je n'écoutais plus ses mots. Je voyais juste sa bouche bouger, pleine de venin. Je l'ai regardé traîner mon fauteuil vers le coin. Le même fauteuil où j'avais allaité Michael quand il était bébé. Le même où je l'avais serré dans mes bras quand il faisait des cauchemars. Le même où j'avais pleuré seul le jour où j'avais enterré mon mari. Et maintenant, ce n'était qu'un obstacle dans son nouveau décor. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti l'air lutter pour entrer dans mes poumons. Ma poitrine me faisait mal. Pas mon cœur, mon âme. De cet endroit où l'on garde l'amour que l'on a donné, croyant qu'il nous serait un jour rendu. Tu ne vas rien dire, Michael? Ma voix est sortie brisée, presque un murmure. J'avais besoin que mon fils me regarde, qu'il réagisse, qu'il se souvienne de qui j'étais, de qui j'avais été pour lui. Michael a levé les yeux pendant une seconde. Juste une seconde. Puis il les a baissés de nouveau. Maman, ne commence pas, Olivia est juste en train d'organiser. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Ces 5 mots ont fini de me détruire. Ce n'était pas grand-chose que l'on me crie dessus. Ce n'était pas grand-chose que l'on me traite comme une étrangère. Ce n'était pas grand-chose que mon existence soit effacée de ma propre maison. Olivia a souri. C'était un petit sourire, mais je l'ai vu. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de gagner, de quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir. Et moi, à ce moment-là, je n'avais rien. Eleanor, si tu n'aimes pas la façon dont nous faisons les choses ici, tu peux aller vivre ailleurs. Personne ne t'oblige à rester. Ces mots sont tombés comme des pierres. Je les fixais, sentant chaque syllabe s'incruster dans ma poitrine. Quitter ma maison. La maison que j'avais achetée avec l'argent de l'assurance vie de mon mari. La maison où j'avais versé chaque goutte de sueur pour que nous ne manquions jamais de rien. Je ne pouvais pas le croire. Mais c'était là. La réalité me frappait sans merci. Michael restait silencieux. Et ce silence faisait plus mal que n'importe quel cri parce que son silence était sa réponse. Son silence me disait qu'il était d'accord, que pour lui, j'étais jetable. Olivia continuait de déplacer des choses. Elle a décroché le tableau du mur, celui avec la photo de ma mère. Elle l'a posé au sol face contre terre comme s'il n'avait aucune valeur, comme si mon histoire n'avait pas d'importance. Ce tableau est là depuis que j'ai acheté cette maison, ai-je dit en essayant de rester calme. Eh bien, il ne sera plus là. Il ne correspond pas au style que nous voulons. Nous voulons, a-t-elle dit. Nous, comme si cette maison leur appartenait à tous les deux. Comme si je n'existais plus dans l'équation. J'ai senti mes jambes trembler. J'avais envie de crier. J'avais envie de laisser sortir tout ce que j'avais à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas fait parce que quelque chose en moi m'en a empêché, quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait, mais qui me disait que ce n'était pas le moment d'exploser. Je suis resté là, à regarder Olivia réorganiser ma vie sans ma permission, à regarder mon fils détourner le regard, à regarder mon monde s'effondrer en silence. Et puis, sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma chambre.
J'ai fermé la porte doucement. Je me suis assise sur le bord de mon lit, les mains sur les genoux, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Les larmes ont commencé à tomber. Silencieuses, chaudes, amères. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je permis que cela arrive? À quel moment avais-je cessé d'être la mère respectée pour devenir un fardeau? J'ai regardé autour de ma chambre. C'était le seul endroit qui me semblait encore mien. Les murs avec les photos de Michael enfant, la commode avec le médaillon de ma mère, la courte pointe que j'avais cousue à la main pendant les nuits blanches après mon veuvage. Tout était encore là, mais je ne me sentais plus propriétaire de rien. J'ai entendu des rires dans le salon. Olivia et Michael riaient, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils ne venaient pas de me déchirer. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de ma main. J'ai respiré profondément. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la haine. C'était de la clarté. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre que Michael réagisse. Que je ne pouvais plus mendier une place dans ma propre maison. Que je ne pouvais plus être invisible. S'il voulait jouer sale, j'allais jouer intelligemment. Je me suis levé du lit et j'ai marché jusqu'au petit bureau dans le coin de ma chambre. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti un vieux carnet. Je l'ai ouvert à une page vierge et j'ai commencé à écrire. Date, heure, ce qu'Olivia avait dit, ce que Michael n'avait pas dit, tout. Parce que si la vie m'avait appris quelque chose, c'est que la vérité a toujours besoin de preuves. Et j'allais avoir toutes les preuves dont j'avais besoin. J'ai fermé le carnet et je l'ai remis au fond du tiroir, sous de vieilles lettres. Personne ne le chercherait là. Je me suis rassise sur le lit. Cette fois sans larmes, juste avec une détermination froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Olivia avait dit que je n'étais plus la propriétaire de cette maison. Mais elle avait tort. J'étais la propriétaire. Et même si j'avais l'impression d'avoir perdu à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Parce qu'une mère blessée est dangereuse et une mère trahie est inarrêtable. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond de ma chambre, me souvenant comment j'en étais arrivé là. Comment cette maison, ces murs, ce toit avait été mon plus grand rêve et comment il devenait maintenant mon pire cauchemar. J'ai fermé les yeux et je suis retourné dans le temps, à l'époque où tout était différent. À l'époque où j'étais différente. J'avais 32 ans quand je suis devenue veuve. Michael avait à peine 7 ans. Je me souviens du jour des funérailles de mon mari comme si c'était hier. Le ciel était gris et je tenais la main de mon fils pendant qu'il pleurait, ne comprenant pas pourquoi son papa ne reviendrait pas. Je ne pleurais pas alors. Je ne pouvais pas parce que je savais que si je commençais, je ne pourrais plus m'arrêter. Et je devais être forte. Pour lui, les premiers mois furent un enfer. L'argent de l'assurance vie est arrivé après 3 mois épuisants de paperasse. 50 000 $. C'était beaucoup d'argent pour moi, qui n'avais jamais eu plus de 200 $ ensemble de ma vie. Mais je n'y ai pas touché. Je ne l'ai pas dépensé en choses inutiles. Je l'ai gardé comme de l'or. Je travaillais à nettoyer des maisons, 3 maisons par jour, 6 jours par semaine. Je me levais à 5 heures du matin et rentrais à 8 heures du soir. Michael restait avec la voisine, Madame Ruth, qui était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Elle le surveillait, le nourrissait, l'aidait avec ses devoirs, et elle ne m'a jamais fait payer un sou. Elle me disait juste qu'un jour je ferais la même chose pour quelqu'un d'autre. J'ai économisé chaque dollar que je pouvais. Je mangeais 1 fois par jour pour que Michael puisse manger 3 fois. J'ai porté les mêmes vêtements pendant des années. Je ne sortais pas. Je ne m'amusais pas. Rien n'existait, sauf le travail et les économies parce que j'avais un rêve. Je voulais acheter une maison, un foyer à nous où Michael pourrait grandir en sécurité, où personne ne pourrait jamais nous chasser. Cela m'a pris 12 ans. 12 ans de sacrifice absolu, mais je l'ai fait. J'ai réuni 35 000 $ de mes propres économies, plus les 50 000 $ de l'assurance que j'avais investie avec soin, 85 000 $ au total. Et avec cela, j'ai acheté cette maison. Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers. C'était le jour le plus heureux de ma vie après la naissance de Michael. L'agent m'a remis les clés et je les ai tenues dans mes mains comme un trésor parce qu'elles l'étaient. Elles étaient la preuve que toute la douleur en avait valu la peine. Michael avait 19 ans lorsque nous avons emménagé.
Il était à l'université, étudiant l'administration des affaires. J'étais si fier de lui. Mon fils, le premier de la famille à aller à l'université. Celui qui allait avoir une vie meilleure que la mienne. Celui qui n'aurait jamais à nettoyer les maisons des autres pour survivre. Je lui ai donné la meilleure chambre de la maison. Celle avec la grande fenêtre et la vue sur le jardin. J'ai peint les murs de la couleur qu'il voulait. J'ai acheté un nouveau lit, un nouveau bureau, tout pour qu'il soit confortable et qu'il puisse étudier en paix. J'ai pris la petite chambre, celle qui donnait sur l'arrière-cour. Mais cela m'était égal. Ce qui importait, c'est que mon fils est le meilleur. Cela a toujours été comme ça. Lui d'abord, moi après ou jamais. Michael a obtenu son diplôme avec mention. Il a trouvé un emploi dans un cabinet comptable. Il gagnait bien sa vie. Pour la première fois depuis des années, il a commencé à apporter de l'argent à la maison. Je travaillais toujours, mais j'ai insisté sur le fait que ce n'était plus nécessaire, qu'il pouvait me soutenir, que j'avais assez travaillé dans ma vie. Mais je n'ai pas cessé de travailler. Quelque chose en moi me disait que je ne pouvais dépendre de personne, pas même de mon fils. La vie m'avait appris que le seul argent serait l'argent que l'on gagne soi-même. Quand Michael a eu 32 ans, il a rencontré Olivia. Elle travaillait dans la même entreprise, au service des ressources humaines. Elle était jolie. Je ne peux pas le nier. Cheveux longs, sourire parfait, toujours bien habillée, et Michael est tombé amoureux d'elle comme un fou. La première fois qu'il l'a ramenée à la maison, j'ai essayé d'être gentille. J'ai préparé un dîner spécial. J'ai nettoyé toute la maison jusqu'à ce qu'elle brille. J'ai mis ma meilleure robe, même si elle était vieille. Je voulais faire bonne impression. Olivia est arrivée en talons hauts et une robe qui coûtait probablement plus que toute ma garde-robe. Elle a regardé la maison avec ses yeux qui évaluent tout. J'ai vu son regard s'attarder sur les vieux meubles, sur les rideaux fanés, sur les murs qui avaient besoin d'être peints. Comme c'est douillet, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Douillet. Ce mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire que quelque chose est vieux ou pauvre. Pendant le dîner, Olivia a beaucoup parlé de sa famille. Son père possédait une quincaillerie. Sa mère était enseignante. Ils avaient une maison à 2 étages dans un beau quartier. Elle avait étudié dans une université privée. Tout dans sa vie semblait parfait. Et puis elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que je nettoyais des maisons. J'ai vu son sourire se figer une seconde. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à Michael du coin de l'œil. J'ai vu le jugement dans ses yeux, mais Michael la regardait avec adoration, et je savais que mon opinion n'allait pas compter. Alors, je me suis tu. J'ai souri et j'ai fait semblant que tout allait bien. Ils se sont mariés 1 an plus tard. C'était un petit mariage. J'avais économisé $5000 pour aider aux dépenses. C'était tout ce que j'avais. Je l'ai donné à Michael, les larmes aux yeux. C'était mon cadeau pour qu'il puisse commencer sa nouvelle vie du bon pied. Olivia m'a à peine remercié. Elle était plus préoccupée par le photographe, les fleurs, le gâteau. Je n'étais pas importante dans cette équation. Après le mariage, Michael a demandé s'il pouvait vivre avec moi pendant qu'ils économisaient pour leur propre maison. Juste pour 1 an, a-t-il dit, 2 au maximum. J'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. C'était mon fils. Et c'était sa maison aussi. Cela l'avait toujours été. Les premiers mois furent supportables. Olivia travaillait, je travaillais, Michael travaillait, chacun faisait son truc. Mais lentement, j'ai commencé à remarquer des changements. Olivia a commencé à avoir une opinion sur tout. Que la maison avait besoin d'être rénovée, que les meubles étaient trop vieux, que les rideaux étaient déprimants, que le jardin était un désastre. J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais pas d'argent pour ces choses, que la maison était bien telle qu'elle était, que l'important était que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes. Mais elle a insisté et Michael a commencé à me regarder différemment, comme si tout à coup ma maison n'était pas assez bien, comme si je n'étais pas assez bien. Un jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé de nouveaux meubles dans le salon. Olivia les avait achetés sans me demander. Mes vieux meubles étaient dans le garage, empilés comme des ordures. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas, Eleanor, a-t-elle dit avec ce faux sourire. J'ai regardé mes meubles dans le garage.
Le canapé où j'avais dormi tant de nuits quand je ne pouvais pas allumer le chauffage et donner le lit à Michael. La petite table où nous faisions ses devoirs ensemble, tout cela était des ordures pour elle maintenant. Mais je n'ai rien dit parce que Michael était là, me regardant, attendant que je dise que tout allait bien, que j'aimais les changements, que c'était une bonne idée. Et j'ai dit oui comme toujours. Les mois ont passé et Olivia a pris plus de contrôle. Maintenant, elle achetait les courses. Elle décidait ce qu'il y avait pour le dîner. Elle invitait ses amis sans me le dire. Ma maison ne me semblait plus mienne. Et Michael ne disait rien. Il travaillait juste, rentrait fatigué, mangeait ce qu'Olivia préparait et allait dormir. J'ai commencé à me sentir invisible, comme un fantôme dans ma propre maison. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne m'incluait dans les conversations. Personne ne me regardait. Une nuit, alors que je faisais la vaisselle après le dîner, j'ai entendu Olivia et Michael parler dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. On ne peut pas continuer à vivre ici, Michael. Cette maison est trop petite. Et ta mère est toujours là. Nous n'avons aucune intimité. Je sais, chérie, mais nous économisons. Nous aurons bientôt notre propre maison. Et pourquoi ne demandons-nous pas à ta mère de vendre cette maison ? Nous pourrions utiliser cet argent pour acheter quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand dans un meilleur quartier. Silence. Un long silence qui m'a glacé le sang. Je ne sais pas, Olivia. Cette maison est à ma mère. Elle a travaillé si dur pour l'acheter. Mais tu es son seul fils. Elle sera à toi un jour de toute façon. Pourquoi attendre ? Je n'ai pas entendu la réponse de Michael. Je me suis éloigné de la porte, le cœur brisé. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Olivia ne voulait pas seulement que je sois invisible. Elle voulait que je disparaisse complètement. Et le pire, c'est que Michael ne l'arrêtait pas. J'ai rouvert les yeux dans l'obscurité de ma chambre. Je n'étais plus la femme naïve qui avait ouvert les portes de sa maison, croyant à l'amour inconditionnel. Maintenant, je connaissais la vérité, et la vérité faisait plus mal que je ne l'aurais jamais imaginé. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit. J'avais surpris la conversation entre Michael et Olivia. 3 mois pendant lesquels j'ai fait semblant de ne rien savoir. 3 mois pendant lesquels j'ai continué d'être la mère gentille, celle qui ne dérange personne, celle qui se rend invisible pour éviter les problèmes. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Maintenant, j'observais. Maintenant, je prêtais attention à chaque détail, à chaque regard, à chaque murmure. Et c'est ainsi que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Un mardi après-midi, je suis rentré tôt du travail. Mon estomac me dérangeait, et j'ai décidé de rentrer à la maison. Quand je suis entré, la maison était silencieuse. J'ai pensé que personne n'était là. Mais ensuite j'ai entendu des voix dans le bureau. La porte était presque fermée, mais des sons filtraient. C'était Olivia au téléphone. Oui, papa. Je t'ai déjà dit que la maison est à son nom. Mais Michael est le seul héritier. Ce n'est qu'une question de temps. Non, elle ne se doute de rien. C'est une femme simple. Elle ne comprend pas ces choses. Bien sûr, nous attendrons aussi longtemps que nécessaire, mais en attendant, nous pouvons commencer à préparer le terrain. J'ai figé dans le couloir. J'ai senti le sang se transformer en glace dans mes veines. Préparer le terrain pourquoi ? Olivia continuait de parler, mais je ne pouvais plus écouter. Je me suis dirigé doucement vers ma chambre, essayant de ne faire aucun bruit. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le lit, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Il tramait quelque chose. Quelque chose qui avait à voir avec ma maison, avec mon héritage, avec ma vie. Je ne suis pas descendu dîner ce soir-là. Je leur ai dit que je me sentais malade, et c'était vrai. J'étais malade de mon âme. Je suis resté éveillé toute la nuit à penser, à essayer de comprendre ce qu'ils complotaient, et surtout, à essayer de comprendre comment j'en étais arrivé à ce point, comment mon propre fils pouvait conspirer contre moi. La réponse est venue plus vite que je ne l'avais prévu. 2 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée par la poste. Elle m'était adressée, mais Olivia l'a ouverte avant que je puisse la voir. Je l'ai trouvée dans la cuisine, lisant la lettre avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, en essayant de paraître décontracté.
Oh, rien d'important. Juste du courrier indésirable, a-t-elle dit en froissant le papier et en le jetant à la poubelle. Mais quelque chose dans son ton m'a alerté. J'ai attendu qu'elle quitte la cuisine. Puis, le cœur battant, j'ai sorti le papier de la poubelle et je l'ai lissé soigneusement. C'était une lettre du bureau de l'enregistrement du comté. Une notification indiquant que des informations avaient été demandées concernant ma propriété. Le demandeur était Michael Anderson. Mon fils. Mes mains tremblaient en lisant. Pourquoi Michael demandait-il des informations sur ma propriété? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? J'ai mis la lettre pliée dans la poche de mon tablier. Je l'ai ensuite cachée dans ma chambre. Dans le même tiroir où je gardais le carnet où j'écrivais tout. Cette nuit-là, pendant le dîner, j'ai observé Michael. Il était normal. Il parlait à Olivia de sa journée au travail. Il riait. Il mangeait calmement comme si rien n'allait mal. Michael, ai-je dit, interrompant leur conversation. Es-tu allé au bureau de l'enregistrement du comté récemment? Je l'ai vu se crisper. Ce n'était qu'une seconde, mais je l'ai vu. Olivia a également figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Le bureau de l'enregistrement? Non, maman. Pourquoi tu demandes? Juste par curiosité. J'ai reçu une étrange notification. Ça doit être une erreur, a dit Olivia rapidement. Trop rapidement. Tu sais comment ces bureaux gouvernementaux envoient toujours des papiers confus. J'ai hoché la tête lentement. Je n'ai rien dit de plus. Mais ils n'ont pas recommencé à parler avec la même naturelle. Le reste du dîner fut tendu, inconfortable. Cette nuit-là, j'ai de nouveau entendu des voix venant de leur chambre. Cette fois, je me suis rapproché, attentive à ne faire aucun bruit. Je t'ai dit d'être discrète, disait Olivia. C'est agaçant. J'ai été discrète. Je ne sais pas comment elle l'a découvert. Parce que ta mère n'est pas stupide, Michael. Arrête de la sous-estimer. Mais elle ne peut rien faire. La maison sera éventuellement à moi. Nous avons juste besoin de patience. Je ne veux pas attendre 30 ans qu'elle meure. Michael, nous avons besoin de cette maison maintenant. Nous pouvons la vendre, acheter quelque chose de mieux et investir le reste. C'est de l'argent qui ne bouge pas, qui ne génère rien. Et que suggères-tu? Nous ne la chassons pas. Nous la convainquons juste qu'il serait préférable pour elle de vivre dans un endroit plus petit, un appartement, quelque chose qu'elle puisse gérer seule. Nous lui vendons l'idée que c'est pour son propre bien. J'ai senti les larmes monter, mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'avais besoin d'en entendre plus. Je ne sais pas, Olivia. C'est ma mère. Et c'est précisément pourquoi tu dois penser à son avenir. Cette maison est trop grande pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle ne pourra plus monter les escaliers? Quand elle ne pourra plus la garder propre? Nous pensons à elle, Michael. À son bien-être. La façon dont Olivia manipulait les mots était impressionnante. Elle faisait passer le vol de ma maison pour un acte d'amour, pour une faveur. Je me suis éloigné de la porte. J'en avais assez entendu. Dans ma chambre, j'ai sorti le carnet et j'ai tout écrit, la date, la conversation, les mots exacts dont je me souvenais. J'ai aussi sorti la lettre du bureau de l'enregistrement du comté et je l'ai mise dans une enveloppe manie avec d'autres papiers importants que j'avais commencé à rassembler. Le lendemain, je suis allé au bureau de l'enregistrement du comté. J'ai dit à Olivia que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Elle m'a à peine prêté attention. Au bureau de l'enregistrement, j'ai demandé une copie certifiée conforme de l'acte de propriété de ma maison. J'ai également demandé un historique de toutes les demandes faites concernant ma propriété au cours des 6 derniers mois. La greffière, une femme âgée nommée Tanya Jackson, m'a regardé avec compassion lorsqu'elle a examiné les dossiers. Madame Anderson, je vois que votre fils a demandé des informations sur cette propriété 3 fois au cours des 4 derniers mois. Il a également demandé une évaluation de la propriété. J'ai senti mon estomac se tordre. Une évaluation? Oui. Habituellement, cela est fait lorsque quelqu'un envisage de vendre ou de demander un prêt en utilisant la propriété comme garantie. Peut-il faire cela sans ma permission? Non, madame. Tant que vous êtes l'unique propriétaire enregistré, personne ne peut vendre ou hypothéquer sans votre signature. Mais il est important que vous protégiez vos documents.
Parfois, il y a des cas de fraude où des signatures sont falsifiées. Les mots de Tania m'ont frappé comme un seau d'eau froide. Fraude? Falsification? Mon propre fils serait capable de cela. Que puis-je faire pour me protéger, ai-je demandé, la voix tremblante. Vous pouvez mettre une alerte sur le registre. Ainsi, toute tentative de mouvement de quelqu'un avec votre propriété vous sera immédiatement notifiée. Vous devriez également conserver vos documents originaux dans un endroit sûr, de préférence en dehors de votre domicile. J'ai suivi tous ces conseils. J'ai mis l'alerte. J'ai demandé des copies certifiées de tout. Et j'ai payé $50. J'avais à peine de quoi m'assurer que tout était protégé. Quand j'ai quitté le bureau de l'enregistrement, je me sentais différente. Je n'étais plus seulement une mère blessée. Maintenant, j'étais une femme qui agissait. Silencieuse, stratégique, mais agissant quand même. Ce soir-là au dîner, Olivia a annoncé qu'elle avait trouvé un appartement pour une personne âgée. C'est dans un très bel immeuble, Eleanor. Il y a un ascenseur. C'est près du centre médical, et il y a beaucoup de dames de ton âge là-bas. Tu pourrais te faire des amis. Elle m'a regardé avec ce faux sourire que je connaissais si bien. Je n'ai pas besoin d'un appartement, ai-je dit calmement. J'ai ma maison. Oui, mais cette maison est très grande, et elle se détériore de plus en plus. Ne penses-tu pas que quelque chose de plus gérable serait mieux? Ma maison est parfaite, maman, a dit Michael. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu n'as pas à prendre de décision maintenant, mais tu devrais au moins aller voir l'appartement. Je les ai regardés tous les deux. Et à ce moment-là, j'ai dû faire le plus grand effort de ma vie pour ne pas crier, pour ne pas renverser la table, pour ne pas leur dire tout ce que je savais. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais appris quelque chose d'important. Celui qui crie perd. Celui qui montre ses cartes le premier perd. Et je n'allais pas perdre. J'irai le voir, ai-je dit calmement. Mais je ne promets rien. Olivia a souri, pensant qu'elle avait gagné. Michael s'est détendu dans sa chaise. Mais je connaissais la vérité. Je savais qu'il jouait un jeu sale. Et maintenant, j'allais jouer aussi. Seulement mon jeu allait être plus intelligent que le leur. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai sorti le carnet et j'ai écrit une phrase que Tania m'avait dite au registre. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Et j'allais être très stratégique. Les jours qui ont suivi ont été les plus solitaires de ma vie. Non pas parce que j'étais physiquement seul, mais parce que j'étais seul au milieu de deux personnes qui étaient censées m'aimer. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Olivia et Michael parlaient entre eux comme si je n'existais pas. Ils faisaient des plans. Ils riaient. Ils vivaient. Et moi, je regardais juste de mon coin, invisible. Mais cette invisibilité est devenue mon plus grand avantage. J'ai commencé à remarquer des schémas. Chaque mardi, Olivia quittait la maison vers 15 heures. Elle disait qu'elle allait à la salle de sport, mais elle revenait avec des sacs de magasins de meubles, avec des catalogues de maisons, avec des magazines de design. Elle planifiait une nouvelle vie, une vie qui ne m'incluait pas. Les jeudis, Michael rentrait tard. Il disait qu'il avait des réunions de travail. Mais un jeudi, je l'ai suivi. Je me sentais mal de le faire, comme si j'étais une espionne. Mais j'avais besoin de connaître la vérité. Je l'ai vu entrer dans un bureau immobilier. Je suis resté au coin, caché derrière un poteau, à regarder. Il est ressorti 40 minutes plus tard avec un dossier plein de papiers. Papiers qu'il ne m'a jamais montré. Cette nuit-là, j'ai vérifié sa veste pendant qu'il était sous la douche. J'ai trouvé des reçus. L'un était pour une évaluation d'une maison dans un quartier cher, $350 000. Une autre maison dans un quartier différent coûtait $400 000. Ma maison, selon l'évaluation que Michael avait demandée, valait $220 000. Des années s'étaient écoulées depuis que je l'avais achetée pour $85 000. Le quartier s'était amélioré. La zone s'était développée. C'était maintenant une propriété de valeur, et il le savait. J'ai photographié les reçus avec mon vieux téléphone portable. Les photos sont sorties floues, mais on pouvait lire les parties importantes. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Chaque nuit, quand il dormait, je descendais à la cuisine.
Je me faisais une tisane à la camomille et je m'asseyais dans l'obscurité, pensant, planifiant, essayant de comprendre l'étendue de leur trahison. Un matin tôt, alors que j'étais assise là, j'ai entendu des pas. C'était Michael. Il est descendu pour de l'eau. Il m'a vu à table et a sursauté. « Maman, qu'est-ce que tu fais éveillé ?»« Je ne peux pas dormir, ai-je dit simplement. Il est resté là, mal à l'aise. Pendant quelques secondes, j'ai vu mon fils. Le petit garçon qu'il avait été. Celui qui grimpait dans mon lit quand il faisait des cauchemars. Celui qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Où était ce garçon maintenant ? « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Mais sa voix semblait mécanique, comme s'il remplissait une obligation. « Je vais bien, mon fils. Juste en train de penser à des choses de vieille. » Il a hoché la tête, a pris son eau et est parti sans un mot de plus. Cette interaction, si froide et vide, m'a blessé plus que n'importe quelle insulte d'Olivia. Le lendemain matin, je suis allé rendre visite à Ruth, ma vieille amie, la voisine qui m'avait aidé quand Michael était petit. Elle avait 82 ans maintenant, mais toujours aussi vive que jamais. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque conversation que j'avais surprise, chaque document que j'avais trouvé. Ruth a écouté en silence, me tenant la main dans les siennes, qui étaient ridées mais toujours chaudes. Éléanore, ce garçon a perdu son chemin. Et cette femme est du pur poison, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Mais tu es plus intelligente que deux réunies. Ne les laisse pas prendre ce qui t'appartient. Je ne sais pas quoi faire, Ruth. C'est mon fils. Je ne veux pas le détruire. Il ne s'agit pas de le détruire. Il s'agit de te protéger parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils prévoient de te voler ta maison, ta vie, ta dignité, et tu ne peux pas le permettre. Elle avait raison. Je le savais, mais l'accepter était douloureux. Tu as les papiers originaux de la maison, a demandé Ruth. Oui, je les ai cachés dans ma chambre. Va les chercher. Je les garderai ici chez moi. Ils seront en sécurité. Ce même après-midi, pendant qu'Olivia et Michael étaient au travail, je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti tous les documents importants, l'acte de propriété original de la maison, le testament que j'avais fait il y a des années. Les bordereaux de dépôt bancaire prouvant que j'avais payé la maison en totalité, tout. Je les ai mis dans un sac et je les ai apportés à Ruth. Elle les a rangés dans un coffre-fort qu'elle avait caché dans son placard. Ils seront en sécurité ici, m'a-t-elle dit. Et s'il t'arrive quelque chose, je sais quoi en faire. Je les serrai dans mes bras. C'était la première fois depuis des mois que je sentais que quelqu'un était de mon côté. Quand je suis rentré à la maison, Olivia était déjà arrivée. Elle était dans le salon, au téléphone. Quand elle m'a vu, elle a raccroché rapidement. « Où étais-tu » a-t-elle demandé comme si elle avait le droit de le savoir. « Avec Ruth, mon amie. Cette vieille fouineuse. Je ne sais pas pourquoi tu traînes encore avec elle. » Je me suis mordu la langue. Je n'ai pas répondu. Je suis juste monté dans ma chambre. Ce soir-là au dîner, Olivia a de nouveau abordé le sujet. « Éléanore, j'ai parlé au propriétaire de l'appartement que j'ai mentionné. Il est prêt à te faire un bon prix, $1200 par mois. Et si tu paies 6 mois à l'avance, il te fera une réduction. » J'ai fait le calcul dans ma tête. $1200 par mois. Je gagnais à peine $900 en nettoyant des maisons. Comment allais-je payer cela? Je ne peux pas me le permettre, ai-je dit. C'est pourquoi nous te disons de vendre cette maison, maman, a dit Michael. Avec l'argent de la vente, tu pourrais payer l'appartement pendant des années, et il te resterait beaucoup pour vivre confortablement. Et que feriez-vous de ma maison? Eh bien, nous pourrions l'acheter, a dit Olivia, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous te paierions un prix juste. Ainsi, tout reste dans la famille. Un prix juste, sûrement bien en dessous de sa valeur réelle, et je n'aurais plus rien pendant qu'il prendrait mes biens. Je ne veux pas vendre, ai-je dit fermement. Maman, tu dois être raisonnable, a insisté Michael. Je suis parfaitement raisonnable, et ma réponse est non. L'atmosphère s'est tendue. Olivia a laissé tomber ses couverts sur la table avec force. Michael m'a regardé avec frustration. Bien, a dit Olivia avec un faux sourire. Nous ne te ferons pas pression. Mais pense-y.
Il n'y avait rien à penser. Je savais exactement ce qu'il faisait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir de nouveau. J'ai regardé le plafond, sentant le poids de la trahison écraser ma poitrine. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'avait dit avant de mourir. Ma fille, dans cette vie, il y a deux types de personnes. Celles qui se laissent piétiner et celles qui apprennent à se relever. Tu décides laquelle tu veux être. Je me suis levé du lit. J'ai allumé la lumière. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire un plan. S'il voulait jouer sale, j'allais jouer plus intelligemment. Mais j'avais besoin d'aide professionnelle. Le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet des avocats spécialisés en droit de la famille et de la propriété. J'en ai trouvé un qui offrait une consultation initiale gratuite. Son nom était Grégory Vance. J'ai appelé et j'ai pris rendez-vous. On m'a donné une heure pour vendredi à 10h du matin. Vendredi est arrivé. J'ai dit à Olivia que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Le bureau de Maître Vance était dans un bâtiment modeste du centre-ville. Je suis monté au 3e étage parce que l'ascenseur était en panne. Quand je suis entré, une secrétaire m'a accueilli gentiment. « Madame Anderson ?»« Oui, c'est moi. Monsieur Vance vous attend. Veuillez entrer. » Grégory Vance était un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard aimable mais sérieux. Il m'a invité à m'asseoir. « Dites-moi, Madame Anderson, comment puis-je vous aider ?» Et là, pour la première fois, j'ai tout déballé. Je lui ai parlé d'Olivia, de Michael, des conversations que j'avais surprises, des documents que j'avais trouvés, de la peur que je ressentais de perdre ma maison. L'avocat a écouté sans m'interrompre. Il a pris des notes de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a soupiré. « Madame Anderson, ce que vous décrivez est un cas classique d'abus financier. Malheureusement, c'est plus courant que vous ne le pensez. Des enfants qui manipulent leurs parents âgés pour obtenir leurs biens. Que puis-je faire ? D'abord, j'ai besoin de voir tous les documents que vous avez, titre de propriété, testament, tout papier qui prouve que vous êtes l'unique propriétaire. Deuxièmement, nous allons mettre en place des protections légales supplémentaires. Je vais rédiger un document qui empêchera toute vente ou transfert de votre propriété sans votre présence physique et la vérification de votre identité devant un notaire. Combien cela coûterait-il ? La consultation d'aujourd'hui est gratuite. Les procédures supplémentaires coûteraient environ 5 cents. Je sais que c'est beaucoup d'argent, madame, mais c'est un investissement pour protéger un bien d'une valeur de plus de 200 000 $. 5 cents. C'était presque tout ce que j'avais économisé, mais cela en valait la peine. Je vais le faire, ai-je dit avec détermination. Parfait. Apportez-moi les documents la semaine prochaine. Et Madame Anderson, une chose de plus. Ne dites à personne que vous êtes venu ici. Ni à votre fils, ni à votre belle-fille. Cela doit être complètement confidentiel jusqu'à ce que nous ayons tout protégé. J'ai hoché la tête. J'ai quitté ce bureau en me sentant différente. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir un certain contrôle. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une nouvelle entrée. Aujourd'hui, j'ai fait le premier pas pour protéger ce qui est à moi. Je ne suis plus la victime. Maintenant, je suis la stratège. Et j'ai fermé le carnet avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La guerre ne faisait que commencer, mais maintenant j'avais des armes. La semaine suivante fut une danse prudente de mensonges et de silence. Chacun de mes mouvements devait être calculé. Chaque mot devait sonner naturel. Je ne pouvais pas éveiller les soupçons. Lundi matin, pendant qu'Olivia et Michael prenaient leur petit déjeuner, j'ai annoncé que j'allais passer la journée avec Ruth, qu'elle ne se sentait pas bien et avait besoin de compagnie. Encore avec cette vieille femme, marmonna Olivia sans lever les yeux de son téléphone. Michael ne dit rien. Il ne faisait même plus semblant de s'intéresser à ma vie. J'ai quitté la maison avec mon vieux sac à main. À l'intérieur, je portais tous les documents que Ruth avait gardés pour moi. L'acte original, les copies certifiées du registre, les reçus prouvant que j'avais payé la maison en totalité. La marche jusqu'au bureau de Maître Vance a semblé interminable. Chaque pas semblait peser 2 fois plus lourd, non pas par fatigue, mais par le poids de ce que je faisais.
J'engageais des poursuites judiciaires contre mon propre fils, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Quand je suis arrivé au bureau, l'avocat m'attendait. J'ai étalé les documents sur son bureau comme des cartes dans une partie de poker, et d'une certaine manière, c'était le cas. Grégory les a examinés un par un, attentivement, prenant des notes. Il hochait la tête ou fronçait les sourcils de temps en temps. J'ai attendu en silence, mes mains moites sur mes genoux. Madame Anderson, ces documents sont solides. Vous êtes l'unique propriétaire enregistré. Il n'y a aucune ambiguïté. La maison est à vous et à vous seul. J'ai ressenti un léger soulagement, mais il a continué. Cependant, il y a quelque chose qui m'inquiète. Votre fils a fait des demandes très spécifiques au registre, non seulement sur la valeur de la propriété, mais aussi sur les processus de transfert. Cela me dit qu'il cherche des moyens de faciliter une transition. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il consulte probablement quelqu'un sur la façon de vous convaincre de céder la propriété ou pire, sur la façon de falsifier votre signature. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Falsifier ma signature. Mon propre fils. Peut-il faire ça? Est-ce légal? Non, ce n'est pas légal du tout. C'est de la fraude. Et s'ils essaient, il pourrait y avoir des conséquences pénales. Mais Madame Anderson, au moment où la fraude serait découverte, le mal serait déjà fait. Cela pourrait prendre des années pour annuler un transfert frauduleux. Alors, que faisons-nous? Nous allons blinder votre propriété. D'abord, je vais rédiger un acte de protection de la propriété. C'est un document qui est enregistré et qui stipule que tout transfert de votre propriété doit être fait avec votre présence physique devant un notaire avec vérification d'identité et avec un témoin indépendant désigné par vous. Et c'est suffisant. C'est un premier pas très important. Je vais également notifier formellement le bureau de l'enregistrement du comté que vous avez placé une alerte à la fraude. Cela signifie que si quelqu'un tente de faire un mouvement avec votre propriété, vous serez contacté immédiatement par 3 méthodes différentes, courrier recommandé, appel téléphonique et email. Je n'ai pas de mail. Alors nous allons en créer un tout de suite. Il est important que vous ayez tous les outils pour rester informé. Nous avons passé l'heure suivante à configurer un compte de messagerie sur mon vieux téléphone portable. Grégory était patient, expliquant chaque étape comme s'il enseignait à un enfant. Mais cela ne m'a pas offensé. J'avais besoin d'apprendre. Maintenant, Madame Anderson, il y a une autre chose que je dois vous demander. Avez-vous fait un testament? Oui. Il y a 5 ans, j'ai tout laissé à Michael. C'est mon seul fils. Je comprends. Mais compte tenu des circonstances actuelles, avez-vous envisagé de modifier ce testament? La question m'a frappé comme un seau d'eau froide. Modifier mon testament signifiait accepter pleinement que mon fils m'avait trahi. Cela signifiait fermer une porte qu'une partie de moi voulait encore garder ouverte. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je dit, ma voix brisée. Vous n'avez pas à décider maintenant, mais réfléchissez-y. Un testament peut être modifié à tout moment, et vous pouvez inclure des clauses de protection, des conditions, ou même désigner d'autres personnes ou organisations. J'ai hoché la tête, bien que je ressentais une profonde douleur à l'intérieur. En étais-je vraiment arrivé là? Envisager de déshériter mon propre fils, les documents seront prêts dans 3 jours, a poursuivi Grégory. Le coût total, comme je l'ai mentionné, est de $500. Cela inclut toute la paperasse, l'enregistrement de la protection de la propriété et 3 consultations de suivi. J'ai sorti une enveloppe de billets froissés de mon sac à main. C'était 6 mois d'économie de nettoyage de maison, $500, comptés un par un. Cela faisait mal de les donner, non pas à cause de l'argent lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Des heures de travail, des sols frottés, des toilettes nettoyées, tout cela pour me protéger de ma propre famille. Je reviendrai jeudi, ai-je dit en prenant le reçu qu'il m'a donné. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil était haut. J'ai marché quelques pâtés de maison sans but, essayant de digérer tout cela. J'avais besoin de temps avant de rentrer à la maison. Du temps pour me ressaisir, pour mettre le masque de la mère qui ne savait rien. Je me suis assise sur un banc de parc. Il y avait des enfants qui jouaient, des mères qui les regardaient. Une scène si normale qu'elle faisait mal à voir. Je me suis souvenu quand Michael était petit et que je l'amenais à ce même parc. Comme il courait et que je courais après lui.
Comme il riait quand je le poussais sur les balançoires. Quand tout s'est-il brisé? Une femme plus âgée s'est assise à côté de moi. Elle avait un sac de pain et a commencé à nourrir les pigeons. « Vous allez bien, ma chère ?» a-t-elle demandé, bien qu'elle était probablement plus jeune que moi. « Je me repose juste. » J'ai menti. « Parfois, l'épuisement n'est pas dans le corps, il est dans l'âme, » a-t-elle dit sagement. « Et c'est le plus difficile à guérir. » Elle avait raison. Mon âme était fatiguée. Quand je suis finalement rentré chez moi, c'était en milieu d'après-midi. Olivia était dans le salon à regarder la télévision. Elle ne m'a même pas salué quand je suis entré. Je suis monté dans ma chambre et j'ai mis le reçu de l'avocat au fond de mon tiroir sous mes sous-vêtements. Personne ne chercherait là. Les 3 jours suivants ont été une torture. Je devais agir normalement alors qu'à l'intérieur, je comptais les heures jusqu'à ce que je puisse retourner chez l'avocat. Mercredi soir, j'ai entendu une autre conversation. Cette fois, ce n'était pas un accident. Je me suis intentionnellement tenu près de leur chambre après qu'ils aient pensé que je dormais. J'ai déjà parlé au notaire, disait Michael. Il dit que si nous pouvons la faire signer une procuration, nous pouvons faire le transfert sans trop de problèmes. Et comment la convainquons-nous de signer ça? Nous lui disons que c'est pour des procédures bancaires, qu'elle doit mettre à jour ses informations à la banque pour la sécurité. Quelque chose comme ça. Elle ne comprend pas ces choses. Il faut que ce soit bientôt, Michael, ta mère agit bizarrement ces derniers temps. Comme si elle se doutait de quelque chose. Elle est paranoïaque. Elle a toujours été comme ça. Ces mots m'ont brisé. Paranoïaque. C'est ainsi que mon fils m'appelait maintenant. Pas inquiète, pas intelligente, paranoïaque. Je suis retourné dans ma chambre, le cœur brisé, mais plus déterminé que jamais. J'ai sorti mon carnet et j'ai noté chaque mot que j'avais entendu. Date, heure, témoin, aucun, juste moi. Mais c'était une preuve quand même. Jeudi est enfin arrivé. Je suis retourné au bureau de l'avocat sous le prétexte d'une autre visite à Ruth. Grégory avait tous les documents prêts. Il m'a tout expliqué patiemment. L'acte de protection de la propriété, la notification au registre, l'alerte à la fraude. Tout était là sur du papier officiel avec des timbres et des signatures. Maintenant, Madame Anderson, j'ai besoin que vous signiez ici, ici et ici. Mais lisez tout d'abord. Il est important que vous compreniez chaque mot. J'ai lu chaque ligne. C'était un langage juridique compliqué, mais Grégory l'a expliqué en termes simples. En gros, je créais un bouclier autour de ma propriété, un bouclier que même mon fils ne pourrait pas pénétrer sans mon consentement explicite et vérifiable. J'ai signé d'une main tremblante. Chaque signature ressemblait à une trahison envers Michael, mais elle ressemblait aussi à un acte d'amour-propre, de survie. Ces documents seront enregistrés aujourd'hui, a dit Grégory. Demain après-midi, ils seront dans le système. Votre propriété sera protégée. Et s'il laissait quelque chose avant? Alors nous aurons la preuve d'une tentative de fraude. Mais je doute qu'ils agissent si rapidement. D'après ce que vous m'avez dit, ils planifient cela soigneusement. Ils vont d'abord essayer de vous manipuler. Il avait raison. Et je serai prête. J'ai quitté le bureau avec une copie de tous les documents dans mon sac. J'ai fait un détour chez Ruth et je lui ai laissé une autre copie. Elle les a rangés avec les originaux. Tu fais la bonne chose, Eleanor, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Je sais que ça fait mal, mais il s'agit de te protéger. Quand je suis rentré à la maison, Olivia et Michael dînaient. Ils m'ont regardé entrer. Comment va Ruth? A demandé Michael sans grand intérêt. Mieux. Elle avait juste besoin de compagnie. Eleanor, nous devons parler, a dit Olivia soudainement. J'ai senti mon sang se glacer. Savait-il quelque chose? M'avait-il suivi? À propos de quoi? De ta sécurité financière. Michael et moi pensions que ce serait une bonne idée que tu mettes à jour tes informations bancaires pour des raisons de sécurité. Il y a beaucoup de fraudes ces derniers temps. C'était ça, exactement comme je les avais entendus le planifier. La procuration déguisée en aide. Oh, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air décontracté. Qu'est-ce que je dois faire? Juste signer quelques papiers. Nous nous occuperons du reste. Laissez-moi y réfléchir,
ai-je dit. Je suis fatigué. Nous en parlerons demain. J'ai vu la frustration dans les yeux d'Olivia, mais elle ne pouvait pas insister davantage sans éveiller les soupçons. Je suis monté dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Il pensait me chasser. Mais il ne savait pas que j'avais déjà échappé au piège. Et plus encore, je préparais mon propre filet. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une seule phrase. La protection est activée. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'ils montrent leurs véritables intentions. Et j'attendrai patiemment, intelligemment, et avec toute la force qu'une mère trahie peut avoir lorsqu'elle décide enfin de riposter. Les jours suivants furent une performance constante. Chaque matin, je me levais et descendais pour le petit déjeuner comme si rien n'avait changé, comme si je ne savais pas ce qu'il tramait, comme si j'étais toujours la mère naïve qu'il pensait que j'étais. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Maintenant, j'avais un secret, un bouclier invisible qu'il ne pouvait pas voir. Et cette protection me donnait un étrange sentiment de pouvoir au milieu de la douleur. Olivia a insisté plusieurs fois sur les papiers de la banque. Chaque fois qu'elle le mentionnait, je trouvais différentes excuses, que j'étais fatigué, que je ne me sentais pas bien, que je le ferais la semaine prochaine. Je la voyais de plus en plus frustrée, mais elle ne pouvait pas me forcer sans révéler ses véritables intentions. Un après-midi, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu Olivia parler au téléphone dans le salon. Elle parlait assez fort pour que je l'entende, bien qu'elle ne s'en soit probablement pas rendu compte. Non, papa. La vieille est difficile. Elle ne veut rien signer. Oui, je sais qu'il faut être patient, mais ça fait des mois que nous sommes là-dessus. Non, Michael est trop doux avec elle. Il n'ose pas vraiment la presser. La vieille, c'est comme ça qu'elle m'appelait quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle ne prenait même plus la peine d'utiliser mon nom. Je suis descendu les escaliers en silence. Olivia m'a vu et a raccroché immédiatement. « Tu as besoin de quelque chose, Eleanor ?» a-t-elle demandé avec ce faux sourire. « Je vais juste me faire du thé », ai-je dit calmement. Dans la cuisine. J'ai rempli la bouilloire d'eau et je l'ai mise sur la cuisinière. En attendant qu'elle bouille, j'ai regardé par la fenêtre. Le jardin que j'avais planté il y a des années était négligé. Les fleurs que j'aimais tant étaient sèches. Personne ne les arrosait plus. Personne ne prenait soin des choses qui m'importaient. Mais ce n'était pas seulement le jardin qui mourait. C'était toute ma vie dans cette maison. J'ai fait monter et je suis retourné dans ma chambre. Par la fenêtre, je pouvais voir la maison de Ruth. Savoir qu'elle avait mes documents, que quelqu'un d'autre connaissait la vérité, m'a donné un peu de paix. Cette nuit-là au dîner, Michael a annoncé quelque chose qui m'a glacé le sang. Maman. Olivia et moi pensions que nous devions faire quelques réparations à la maison. Des réparations importantes. Quel genre de réparations? Le toit fuit. Les tuyaux sont vieux. Le câblage électrique est dangereux. Ce sont des choses qui ne peuvent pas attendre. J'ai regardé le plafond. Il n'y avait pas de fuite. Les tuyaux fonctionnaient parfaitement. L'électricité n'avait jamais été un problème. Je n'ai remarqué aucun problème, ai-je dit. Parce que tu ne comprends pas ces choses, maman. Mais j'ai engagé un inspecteur et il dit que des travaux urgents doivent être faits. Nous parlons de près de 15 000 $ de réparation. 15 000 $. Un chiffre énorme et pratique. Et où trouverions-nous cet argent, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. C'est pourquoi nous te disons de vendre la maison, a interrompu Olivia. Il est insensé d'investir 15 000 $ dans des réparations pour une maison si vieille. Nous ferions mieux de vendre, d'acheter quelque chose de nouveau et d'éviter tous ces problèmes. C'était encore là. Le même discours, le même piège déguisé en aide. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit. Bien qu'il n'y ait rien à penser. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, maman. L'inspecteur dit que si nous ne réparons pas le toit bientôt, il pourrait s'effondrer. C'était un mensonge. Tout était un mensonge. Mais ils l'ont dit avec une telle conviction que quiconque moins alerte les aurait crus. Je me suis levé de table sans finir mon repas. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Dans ma chambre, j'ai tout noté. La nouvelle tactique d'intimidation, les faux 15 000 $, les réparations inventées.
Tout était enregistré avec la date et l'heure. Les jours suivants furent pires. Olivia a commencé à agir comme si elle possédait déjà la maison. Elle invitait ses amis sans me le dire. Elle déplaçait mes affaires. Un jour, je suis descendu et j'ai découvert qu'elle avait enlevé toutes les photos de famille des murs. Elle les avait remplacées par des tableaux modernes qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Où sont les photos de ma famille, ai-je demandé, essayant de rester calme. Je les ai mises dans une boîte dans le garage. Elles étaient très vieilles et fanées. Elles donnaient un air triste à la maison. Un air triste. Mes souvenirs, mon histoire, ma vie, tout réduit à un air triste. Je suis allé au garage et j'ai trouvé la boîte. Elle était jetée dans un coin parmi des outils et de vieilles babioles. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Elles étaient là. Ma photo de mariage. Michael bébé. Ma mère, toutes empilées comme des ordures. Je les ai sorties soigneusement et je les ai portées dans ma chambre. Je les ai placées sur ma commode. Si je ne pouvais pas les avoir sur les murs de la maison, au moins je les aurais dans mon espace. Mais les photos n'étaient pas le pire. Le pire est arrivé une semaine plus tard. Je suis rentré du travail un mardi après-midi et j'ai trouvé Olivia avec un couple inconnu dans le salon. Ils regardaient la maison, ouvraient les placards, vérifiaient les chambres. Qui sont ces gens, ai-je demandé. Oh, Eleanor. Ce sont monsieur et madame Miller. Ils sont intéressés par l'achat d'une maison dans cette région. Je leur montrai juste la nôtre pour qu'ils puissent voir le potentiel. Cette maison n'est pas à vendre. Pas encore, a dit Olivia avec un sourire. Mais elle le sera bientôt. Nous prenons juste de l'avance sur le processus. Les Miller avaient l'air mal à l'aise. Ils ne savaient manifestement pas que j'étais la propriétaire et que je n'avais rien autorisé de tout cela. Excusez-moi, leur ai-je dit directement, mais il y a eu un malentendu. Je suis la propriétaire de cette maison et elle n'est pas à vendre. Ni maintenant, ni bientôt, ni jamais. Le visage d'Olivia est devenu rouge de colère, mais elle n'a rien pu dire devant des étrangers. Les Miller se sont excusés et sont partis rapidement. Quand la porte s'est refermée, Olivia a explosé. Pourquoi as-tu fait ça? Tu viens de les faire fuir. Ils étaient prêts à payer 250 000 $ en espèces. Parce que cette maison n'est pas à vendre. Et tu n'as pas le droit de la montrer comme si c'était la tienne. Cette maison va être à nous. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Michael est ton seul fils. Tout ce que tu as lui appartiendra un jour de toute façon. Éventuellement, quand je mourrai. Mais devine quoi, Olivia? Je suis toujours en vie. Et tant que je suis en vie, cette maison est à moi. C'était la première fois que je lui répondais ainsi. La première fois que je laissais éclater une partie de la rage que j'avais accumulée. Olivia m'a regardé avec une haine pure. Une haine qu'elle n'essayait même plus de cacher. Tu es égoïste. Une vieille femme égoïste qui ne pense pas à l'avenir de son fils. Penser à mon fils, c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Mais plus maintenant. Maintenant, je vais penser à moi. Je suis monté dans ma chambre, tremblant de colère et de douleur. J'ai fermé la porte et je me suis effondré sur le lit. Les larmes sont finalement venues. J'ai pleuré pour tout. Pour la trahison, pour la perte, pour le fils que j'avais aimé et qui était maintenant un étranger. Cette nuit-là, Michael a frappé à ma porte. Maman, nous devons parler. Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, ouvre la porte. J'ai ouvert la porte. Mon fils était là, mais je ne le reconnaissais plus. Maman, Olivia est allée trop loin aujourd'hui. Je suis désolé, mais tu dois comprendre, nous essayons juste de t'aider. M'aider en faisant entrer des étrangers dans ma maison sans ma permission, en essayant de vendre ma propriété sans mon consentement? C'est ça, aider. Nous pensons à l'avenir, à nous tous. Non, Michael. Vous pensez à vous-même. Seulement à vous-même. Je n'existe pas dans vos plans, sauf comme un obstacle que vous devez supprimer. Ce n'est pas vrai, maman. Alors dis-moi quand a été la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais. Quand a été la dernière fois que tu m'as regardé comme ta mère et non comme un problème à résoudre? Il est resté silencieux parce qu'il n'avait pas de réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit, et je lui ai fermé la porte au nez. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Je me suis assise sur mon lit, regardant les photos que j'avais sauvées du garage. Michael bébé. Michael enfant. Michael diplômé. Où était ce garçon maintenant? À quel moment l'avais-je perdu? Le lendemain matin, pendant qu'il dormait, je suis descendu et j'ai trouvé le téléphone portable d'Olivia sur la table de la cuisine. Elle l'avait laissé charger, et il n'y avait pas de mot de passe. Je sais que c'était mal. Je sais qu'envahir la vie privée de quelqu'un n'est pas bien, mais j'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait. J'ai ouvert ses messages. Il y avait une discussion de groupe avec ses amis. J'ai lu avec horreur, « Les filles, je ne supporte plus cette vieille femme. Elle est tellement têtue. Elle ne comprend pas que nous lui rendons service. Pourquoi ne la mettez-vous pas dans une maison de retraite? Ma tante a fait ça avec sa belle-mère. Problème résolu. J'y ai pensé, mais Michael est trop mou. Il a toujours ce complexe du bon fils. Donnez-lui du temps. Avec un peu plus de pression, il cédera. J'ai continué à lire. Il y avait des photos de maisons qu'ils voulaient acheter. Il y avait des calculs de combien d'argent ils auraient après avoir vendu ma propriété. Il y avait des plans complets pour une vie qu'ils construiraient sur les cendres de la mienne. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Chaque message, chaque image, chaque mot empoisonné. Quand j'ai eu fini, j'ai laissé le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis retourné dans ma chambre. Cette preuve a été ajoutée à ma collection, aux carnets, aux documents, aux enregistrements que j'avais commencé à faire de leur conversation. Ils pensaient que j'étais stupide, que j'étais faible, que je ne savais pas utiliser la technologie, que je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Ils avaient tort. Je comprenais parfaitement. Et je documentais chaque étape parce que je savais que le jour viendrait où toutes ces preuves seraient nécessaires. Le jour où je devrais montrer au monde qui étaient vraiment Michael et Olivia. Et ce jour se rapprochait. Le moment est venu d'une manière inattendue. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas explosif. C'était silencieux et froid, comme tout ce que j'avais planifié pendant des mois. C'était un vendredi après-midi. J'étais dans la cuisine à faire du café quand la sonnette a retenti. Je suis allé ouvrir et j'ai trouvé un homme en costume tenant une mallette. Madame Eleanor Anderson. Oui, c'est moi. Je suis Robert Fields, notaire public. Votre fils, Michael, m'a engagé pour gérer un transfert de propriété. Il m'a demandé de venir aujourd'hui pour que vous signiez les documents. J'ai senti mon sang se glacer, mais je suis resté calme. C'était la preuve finale dont j'avais besoin, un transfert de propriété. Oui, madame. Les documents pour transférer cette maison au nom de votre fils. Il m'a dit que vous étiez déjà d'accord et que seule votre signature était nécessaire. Puis-je voir les documents? Le notaire a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. C'étaient les papiers de transfert. Tout était préparé. Seule ma signature était nécessaire pour que je perde ma maison. À ce moment-là, Michael et Olivia sont descendus les escaliers. Ils attendaient à l'étage, prêts à être témoins de ma défaite. Maman, c'est le notaire dont nous avons parlé, a dit Michael avec un sourire qui essayait d'être rassurant. Tu n'as qu'à signer ici et ici. C'est une formalité rapide. Une formalité rapide pour me prendre ma maison. Ce n'est pas prendre quoi que ce soit, maman. C'est juste mettre la maison à mon nom. Mais tu continueras à vivre ici. Rien ne changera. J'ai regardé mon fils, cet homme qui avait grandi dans mon ventre, qui avait été nourri de mon sein, que j'avais élevé seul avec tout l'amour du monde, et je l'ai vu clairement pour la première fois. Ce n'était plus mon fils. C'était un étranger, mu par la cupidité. Monsieur Fields, ai-je dit, ma voix ferme. Êtes-vous conscient que je n'ai jamais autorisé ce transfert? Que je n'ai jamais demandé cette procédure? Le notaire est devenu mal à l'aise. Votre fils m'a dit que vous étiez d'accord, que c'était quelque chose dont vous aviez discuté en famille. Il a menti. Je n'ai jamais accepté cela, et je ne signe rien. Maman, ne sois pas ridicule, a interrompu Olivia. Nous en avons parlé 1000 fois. C'est pour ton propre bien. Mon propre bien serait que vous deux cessiez d'essayer de me voler. Ce n'est pas du vol. C'est ton fils, a hurlé Olivia, perdant finalement son sang-froid. Monsieur Fields, ai-je poursuivi, ignorant Olivia,
Je tiens à vous informer que cette maison est protégée par un acte de protection de propriété enregistré au bureau de l'enregistrement public du comté. Toute tentative de transfert sans mon consentement explicite et vérifiable est une fraude, et elle est documentée. J'ai vu la couleur fuir du visage de Michael. Le notaire a commencé à mélanger ses papiers nerveusement. Protection de propriété. Monsieur Anderson, vous n'avez rien mentionné à ce sujet. Parce qu'il ne savait pas, ai-je dit, parce que je l'ai fait en secret. Parce que je savais que cela allait arriver. J'ai sorti de ma poche une copie du document que Maître Vance avait enregistré. Je l'ai remise au notaire. Il l'a lu avec une attention croissante. Madame Anderson a raison. Cette propriété bénéficie de protections légales très spécifiques. Je ne peux pas procéder à ce transfert sans des vérifications supplémentaires qui ne m'ont pas été fournies. Monsieur Anderson, vous m'avez donné des informations incomplètes. Attendez, il doit y avoir une erreur, a dit Michael, en sueur. Il n'y a pas d'erreur, ai-je répondu. Ce qu'il y a, c'est une tentative de fraude, et c'est documenté. J'ai des enregistrements. J'ai des messages. J'ai des témoins. J'ai tout. Olivia m'a regardé avec une haine pure. Vieille femme maudite. Tu nous espionnais. Je me protégeais. Quelle est la différence? Le notaire a fermé rapidement sa mallette. Messieurs, dames, je ne peux pas prendre part à cela. S'il y a des différends familiaux, vous devez les résoudre par d'autres voies. Je ne risquerai pas ma licence. Bonne journée. Et il est parti, laissant Michael et Olivia debout dans le salon, vaincus. Il y a eu un lourd silence. Puis Michael a finalement parlé. Maman, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Tu as raison. Ça n'aurait pas dû. Vous deux avez décidé que ce serait comme ça. Vous avez décidé de me voir comme un obstacle au lieu d'une mère. Vous avez décidé de conspirer pour voler ce qu'il m'a fallu une vie entière pour gagner. Nous n'allions pas le voler. Ça allait toujours être à toi, a hurlé Michael. Mensonge. J'ai lu les messages d'Olivia à ses amis. Je sais qu'aussitôt que la maison serait à ton nom, vous alliez me mettre dans une maison de retraite ou me forcer à partir. Je sais tout, Michael. Tout. Olivia s'est avancée, les poings serrés. Et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Dénoncer ton propre fils? Je ne vais rien faire. C'est vous qui allez faire. Vous allez quitter ma maison aujourd'hui. Quoi? Michael ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Tu m'as bien entendu. Je veux que tu fasses tes valises et que tu partes. C'est ma maison et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Tu ne peux pas nous chasser comme ça, a dit Olivia. Nous avons des droits. Nous vivons ici depuis des années. Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez jamais payé de loyer. Vous n'avez jamais rien contribué. Vous n'avez fait que comploter pour me voler. Et maintenant vous partez. Maman, s'il te plaît, a supplié Michael. Nous n'avons nulle part où aller. Ces mots ont failli me briser. Presque. Parce que pendant un instant, j'ai revu le petit garçon qu'il avait été. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout. Les conversations que j'avais entendues, les messages que j'avais lus, les documents de transfert qu'il venait d'essayer de me faire signer. Tu aurais dû y penser avant. Vous avez jusqu'à midi demain pour partir. C'est de l'abus, a hurlé Olivia. Tu es une horrible mère. Une horrible mère qui a fait 3 boulots pour tout donner à son fils. Une horrible mère qui a sacrifié toute sa vie pour qu'il puisse avoir une éducation. Une horrible mère qui a acheté cette maison pour lui donner la sécurité. Oui, Olivia. Je suis horrible de ne pas me laisser voler. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je sentais qu'il allait exploser. Mais je l'avais fait. J'avais enfin dit la vérité. J'avais enfin défendu. J'ai entendu des cris en bas. J'ai entendu des choses se casser. J'ai entendu Olivia jurer. J'ai entendu Michael pleurer. Mais je ne suis pas descendu. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis assise sur mon lit, serrant dans mes bras une vieille photo de Michael bébé, pleurant silencieusement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je les ai entendus faire leurs valises. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer. J'ai entendu des disputes.
J'ai entendu tout le processus de leur départ. Le lendemain matin, quand je suis sorti de ma chambre, ils étaient partis. Ils avaient laissé les clés sur la table de la cuisine. Pas de mots, pas d'explication. Ils sont juste partis. J'ai traversé la maison vide. Leur chambre était saccagée. Ils avaient laissé des ordures partout. Des vêtements qu'ils ne voulaient pas. Des meubles cassés. C'était leur dernier acte de vengeance, détruire ce qu'ils ne pouvaient pas prendre. Je me suis assise dans le salon et j'ai regardé autour de moi. La maison me semblait différente, plus grande, plus silencieuse, et pour la première fois depuis des années, mienne. J'ai appelé Ruth. Elle est venue immédiatement. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Je suis si fier de toi. » Je ne ressens pas de fierté. Je ne ressens que de la douleur. La douleur fait partie de la guérison. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Nous avons passé la journée à nettoyer la maison, à ramasser les débris que Michael et Olivia avaient laissés derrière eux. C'était comme déblayer les gravats après une guerre. Quand nous avons eu fini, Ruth m'a fait du thé. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, je vis pour la première fois depuis des années. Je vis juste pour moi. » Mais je savais que ce n'était pas fini. Michael et Olivia n'abandonneraient pas si facilement. Ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Et j'avais raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était une assignation en justice. Michael me poursuivait pour expulsion abusive et dommages émotionnels. Il demandait $50 000 de compensation. J'ai lu la lettre et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire amer, mais un rire quand même. Mon fils, à qui j'avais tout donné, me poursuivait en justice. J'ai appelé Maître Vance. « Madame Anderson, ne vous inquiétez pas. Cette poursuite n'a aucun fondement. Vous avez le droit de décider qui vit chez vous. Et nous avons toutes les preuves de ce qu'ils ont essayé de faire. Que faisons-nous ? Maintenant, vient le meilleur. Nous allons intenter une contre-poursuite pour tentative de fraude et conspiration en vue de commettre une fraude financière. Et nous allons gagner. » Et ainsi commença la bataille juridique. Une bataille que je n'avais pas voulu, mais que j'étais prête à mener. Parce que je n'étais plus la femme qui restait silencieuse. Je n'étais plus la mère qui acceptait tout par amour. Maintenant, j'étais une femme qui connaissait sa valeur, et je n'allais laisser personne, pas même mon propre fils, me l'enlever. La guerre avait commencé. Mais cette fois, j'avais les armes. Les mois suivants furent comme vivre dans une tempête constante. Maître Vance a déposé la contre-poursuite, et tout est devenu officiel. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était maintenant une affaire judiciaire. Michael et Olivia ont engagé un avocat, un jeune homme agressif nommé Anthony Cole. Ils ont commencé à répandre leur version de l'histoire, que j'étais une mère cruelle, que je les avais jetés à la rue sans raison, que j'étais sénile et que je ne savais pas ce que je faisais. La première audience fut dévastatrice. J'ai dû m'asseoir dans une pièce froide devant mon fils et écouter son avocat me décrire comme une femme mentalement instable, paranoïaque, incapable de prendre des décisions rationnelles. Mon client ne voulait qu'aider sa mère, a dit l'avocat de Michael. Mais elle a mal interprété ses intentions et les a violemment expulsés de la maison. Violemment, comme si j'avais utilisé la force physique, comme si ce n'était pas eux qui avaient détruit la pièce avant de partir. Puis Grégory, mon avocat, a pris la parole. Il a présenté les enregistrements, les messages textes du téléphone d'Olivia, les documents prouvant que Michael avait tenté de transférer ma propriété sans mon consentement, la déclaration du notaire, Monsieur Fields, confirmant que Michael lui avait donné de fausses informations. J'ai vu le visage de Michael rougir. J'ai vu Olivia détourner le regard. La vérité éclatait et il ne pouvait pas se cacher. La juge, une femme âgée nommée Catherine Ross, a examiné toutes les preuves avec une expression sérieuse. « C'est très grave », a-t-elle dit finalement. « Ce que je vois ici est une tentative claire d'appropriation frauduleuse de biens. Monsieur Anderson, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Michael s'est levé, les larmes aux yeux. « Votre honneur, je voulais juste assurer l'avenir. Ma mère vieillit, et je pensais qu'il vaudrait mieux que je gère ses biens. Je n'ai jamais eu l'intention de lui nuire. Et c'est pourquoi vous avez tenté un transfert de propriété dans son dos sans informer le notaire des protections légales existantes ?
Michael ne savait pas quoi dire. La juge a poursuivi, je vais être clair. La poursuite de Monsieur Anderson est rejetée. Il n'y a aucune base légale pour réclamer des dommages lorsque l'expulsion était justifiée. De plus, j'ordonne une enquête sur une possible fraude. Cette audience est suspendue jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. J'ai quitté la salle d'audience ressentant un étrange mélange de soulagement et de douleur. J'avais gagné cette bataille, mais c'était toujours une guerre contre mon propre fils. Devant le tribunal, Olivia m'attendait. Elle s'est approchée, la fureur dans les yeux. Ce n'est pas fini, vieille femme. Nous allons faire appel. Nous allons nous battre jusqu'à ce que cette maison soit à nous. La maison ne sera jamais à toi, Olivia. Jamais. Michael est ton seul fils. Tout ce que tu as lui appartient de droit. De droit d'être un fils, peut-être, mais pas de droit d'être un voleur. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse répondre. Il ne servait plus à rien de lui parler. Les semaines suivantes furent un cauchemar médiatique. Olivia a commencé à publier sur les réseaux sociaux de vieilles photos d'elle et Michael avec des messages sur des mères ingrates. Des histoires fabriquées sur la façon dont je les avais maltraités. Des publications demandant du soutien et de la sympathie. Ma belle-mère nous a jetés à la rue sans merci. Après des années à prendre soin d'elle et à l'aider, c'est comme ça qu'elle nous récompense. Les apparences sont trompeuses. Toutes les mères ne sont pas des saintes. Ses amis ont partagé les publications. Des étrangers ont commenté des choses horribles sur moi. Ils m'ont traité de monstre, de sans-cœur, de mauvaise mère. Ruth m'a montré quelques-unes des publications sur son téléphone. Je n'avais pas de réseaux sociaux, mais elle si. Ne leur prête pas attention, Eleanor. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mais ça faisait mal. Chaque commentaire était comme un coup de poignard, de voir mon nom traîner dans la boue. De voir mon fils laisser sa femme me diffamer publiquement. Alors Gregory a eu une idée. Madame Anderson, nous devons raconter votre version de l'histoire officiellement, avec toutes les preuves. Comment? Je connais un journaliste. Il fait des reportages d'investigation sur la fraude familiale. Si vous êtes d'accord, nous pouvons lui donner accès à toute la documentation. Il écrira un article avec toute la vérité. J'ai hésité au début. Je ne voulais pas plus de publicité, mais ensuite j'ai pensé à toutes les autres femmes âgées qui traversaient probablement la même chose, qui étaient manipulées par leurs propres enfants, qui ne savaient pas comment se défendre. Faisons-le, ai-je dit finalement. Le nom du journaliste était David Pierce. C'était un homme d'une quarantaine d'années, sérieux mais aimable. Il est venu chez moi avec un enregistreur et un carnet. Je lui ai tout raconté depuis le début. Comment j'avais travaillé toute ma vie, comment j'avais acheté la maison, comment Michael avait changé après avoir épousé Olivia, les conversations que j'avais entendues, les documents que j'avais trouvés, tout. Je lui ai montré mon carnet avec toutes les entrées, les photos des messages d'Olivia, les enregistrements, les reçus du bureau de l'enregistrement du comté, toutes les preuves que j'avais rassemblées pendant des mois. David a écouté en silence, prenant des notes. Il secouait parfois la tête d'incrédulité. Madame Anderson, c'est plus courant que les gens ne le pensent. Mais vous avez fait quelque chose que peu de personnes âgées font. Vous avez riposté. Vous avez tout documenté. Vous avez intenté une action en justice. Je n'avais pas d'autre choix. Il y a toujours des choix. Beaucoup de gens choisissent de rester silencieux par peur ou par honte. Vous avez choisi de vous battre. L'article a été publié 2 semaines plus tard. Il était intitulé Le vol silencieux, comment les enfants dépossèdent leurs parents de leurs biens. C'était dévastateur. David avait inclus toute l'histoire avec des noms modifiés pour protéger la vie privée, mais avec tous les détails. Les messages d'Olivia parlant de me mettre dans une maison de retraite. La demande de Michael au bureau de l'enregistrement du comté, la tentative de transfert frauduleux avec le notaire. Tout était là. L'article est devenu viral. Des milliers de personnes l'ont partagé. Des centaines ont commenté avec leurs propres histoires similaires. Des mères et des pères qui étaient dépossédés par des enfants avides. Et puis l'effondrement réel de Michael et Olivia a commencé. L'entreprise où ils travaillaient tous les deux a vu l'article. Même avec de faux noms, certains collègues ont reconnu les détails. L'histoire est arrivée aux ressources humaines.
Ils ont tous deux été convoqués pour des explications. Michael a été suspendu temporairement pendant que l'entreprise enquêtait pour savoir s'il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour ses plans. Olivia a été licenciée immédiatement pour violation du code de déontologie. Leurs amis ont commencé à s'éloigner. Les mêmes personnes qui avaient commenté leur publication en soutien les ont maintenant supprimées. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait tenté de voler sa belle-mère âgée. L'appartement où ils vivaient était cher. Sans leur emploi, ils ne pouvaient pas payer le loyer. Ils ont dû déménager dans un endroit plus petit et moins cher en périphérie de la ville. J'ai appris tout cela de Ruth, qui avait un cousin qui connaissait quelqu'un qui les avait vus. Je ne cherchais pas d'informations sur eux, mais les nouvelles arrivaient quand même. Michael a essayé de me contacter plusieurs fois. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages que j'ai supprimés sans lire. Une fois, il est venu frapper à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre, mais je n'ai pas ouvert. « Maman, s'il te plaît, nous devons parler », a-t-il crié de l'extérieur. Mais je ne suis pas descendu. Je n'avais rien à lui dire. Il a finalement laissé une lettre sous la porte. Je l'ai ramassée d'une main tremblante et je l'ai lue. « Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je suis toujours ton fils. Tu ne peux pas me fermer la porte pour toujours. J'ai perdu mon emploi. Olivia est malade de nerfs. Nous traversons une période très difficile. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Ces trois mots qui autrefois m'auraient fait courir pour les aider ne produisaient maintenant qu'un rire amer. Ils avaient besoin de moi maintenant qu'ils n'avaient rien. Ils avaient besoin de moi maintenant qu'ils avaient tout perdu. Mais quand j'avais besoin d'eux, quand j'avais besoin de respect et de dignité dans ma propre maison, ils n'étaient pas là. J'ai mis la lettre dans mon tiroir avec toutes les autres preuves. Je n'y ai pas répondu. Un après-midi, Maître Vance m'a appelé avec des nouvelles. « Madame Anderson. Le procureur a décidé de ne pas engager de poursuite pénale contre votre fils. Il estime qu'avec la perte de son emploi et l'exposition publique, il a subi suffisamment de conséquences. Mais l'ordonnance de protection de la propriété reste en vigueur de façon permanente. Cela signifie que c'est fini légalement ? Oui. Il ne peut plus rien tenter avec votre propriété. C'est tout protégé. Et s'il essaie, il fera face à des poursuites pénales. » J'ai raccroché le téléphone, sentant un énorme poids se lever de mes épaules. C'était fini. La bataille juridique était terminée. Mais la bataille émotionnelle continuait parce que chaque nuit avant de m'endormir, je revoyais encore le visage de Michael enfant. Je me souvenais encore comment il m'avait serré dans ses bras, comment il m'avait dit qu'il m'aimait, et ces souvenirs faisaient plus mal que n'importe quelle trahison. Un soir, j'étais assise dans le salon en train de boire mon thé quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Michael seul sans Olivia. Il avait l'air différent, plus mince, plus âgé, vaincu. Pendant un instant, j'ai failli ouvrir la porte, failli laisser mon petit garçon entrer pour le réconforter. Mais ensuite, je me suis souvenu de tout et la porte est restée fermée. Michael est resté dehors pendant près d'une heure, à attendre, à pleurer, à supplier. « Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mais je n'ai pas ouvert parce que pardonner ne signifiait pas oublier et cela ne signifiait absolument pas faire confiance à nouveau. Quand il est finalement parti, je me suis assise dans l'obscurité, pleurant silencieusement. J'avais gagné ma maison. J'avais protégé mes biens. J'avais défendu ma dignité, mais j'avais perdu mon fils. Et cette perte n'allait jamais guérir complètement. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit où Michael s'est tenu à ma porte. 6 mois de silence, 6 mois de reconstruction. La maison se sent différente maintenant, plus calme. Il n'y a pas de tension dans l'air. Plus de regards remplis de mépris. Plus de conspirations chuchotées derrière des portes closes. J'ai remis les photos sur les murs. Toutes celles qu'Olivia avait empilées dans le garage. Mon mariage. Michael bébé. Ma mère. Mon histoire est de retour à sa place. J'ai refait le jardin. J'ai planté de nouvelles fleurs, des roses, du jasmin, des gardénias. Chaque matin, je sors les arroser avec ma tasse de café à la main. C'est mon moment de paix. Ruth vient me rendre visite chaque après-midi.
Nous buvons du thé à la camomille et parlons de tout et de rien. Elle était ma seule alliée quand tout s'est écroulé. Et maintenant, c'est ma meilleure compagnie. Maître Vance a officiellement clos l'affaire le mois dernier. Tous les documents sont en ordre. Ma maison est protégée. Personne ne peut y toucher sans mon consentement explicite. J'ai rédigé un nouveau testament. La maison ira à une organisation qui aide les femmes âgées en situation d'abus familial. Michael ne recevra rien. Cette décision m'a coûté des nuits de pleurs. Mais elle était nécessaire parce qu'un fils qui essaie de vous voler ne mérite pas votre héritage. Michael essaie toujours de me contacter environ une fois par mois. Un message, une lettre, un appel auquel je ne réponds pas. Toujours en disant la même chose. Qu'il est désolé, qu'il a fait une erreur, qu'Olivia l'a manipulé, mais il ne dit jamais toute la vérité. Il n'admet jamais qu'il voulait aussi prendre ma maison, qu'il a aussi conspiré, qu'il a choisi de rester silencieux quand elle m'a humilié. La dernière lettre que j'ai reçue était différente. Il m'a dit qu'il s'était séparé d'Olivia, qu'elle l'avait quitté pour un autre homme avec de l'argent, qu'il était maintenant complètement seul et sans emploi stable, et il a demandé à revenir. Il a supplié pour une seconde chance. Il a promis que tout serait différent. J'ai lu la lettre assise dans mon fauteuil, le même fauteuil où je l'avais allaité, où j'avais pansé ses genoux éraflés, où je lui avais lu des histoires avant de dormir, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le fils que j'avais, pour le garçon que j'aimais de tout mon être, pour l'homme qu'il aurait pu être et qu'il a choisi de ne pas être. Mais je n'ai pas répondu à la lettre parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Un après-midi, alors que j'arrosais mes fleurs, j'ai vu une jeune femme dans la rue. Elle tenait la main d'un petit garçon. Le garçon a trébuché et elle l'a soulevé avec tant d'amour dans les yeux que j'ai ressenti un pincement au cœur. C'est comme ça que je regardais Michael. Avec ce même amour inconditionnel. Avec cette même certitude que je ferais n'importe quoi pour lui, et je l'ai fait. J'ai tout donné. J'ai tout sacrifié. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai économisé chaque sou. J'ai construit un avenir pour lui. Mais il l'a vu comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il pouvait exploiter. C'était son choix, pas le mien. Je suis entré dans la maison et je me suis fait un thé. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant mon jardin. Les fleurs que j'avais plantées poussaient magnifiquement, fortes, résilientes, comme moi. Ruth est arrivée un peu plus tard avec des pâtisseries qu'elle avait préparées. « Comment vas-tu aujourd'hui, Eleanor ?»« En paix », ai-je répondu. Et c'était vrai. Michael a-t-il encore écrit? Oui, mais ça n'a plus d'importance. Ça ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Ça fera toujours mal. Mais la douleur ne me paralyse plus. Elle ne me définit plus. Ruth a hoché la tête sagement. Tu as fait ce qu'il fallait. Te protéger ne fait pas de toi une mauvaise mère. Cela fait de toi une femme forte. Cette nuit-là avant de dormir, j'ai sorti mon carnet. Le même où j'avais documenté chaque trahison, chaque mensonge, chaque plan qu'ils avaient contre moi, et j'ai écrit une dernière entrée. Aujourd'hui, je ferme ce chapitre, non pas avec de la haine, mais avec acceptation. J'ai perdu mon fils, mais je me suis trouvé. J'ai appris que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, que se défendre n'est pas de la cruauté, que dire non est un acte de dignité. Michael a choisi l'avidité plutôt que l'amour. Il a choisi Olivia plutôt que sa mère. Il a choisi l'argent plutôt que la famille. Et c'était ses choix, pas les miens. J'ai choisi de survivre. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi de ne pas être une victime. Cette maison est à moi. Ma vie est à moi. Ma paix est à moi. Et personne, jamais plus, ne me l'enlèvera. J'ai fermé le carnet et je l'ai rangé dans le tiroir. Je n'en avais plus besoin. La guerre était finie et j'avais gagné. Ce n'est pas l'argent qui a gagné. Ce n'est pas la propriété qui a gagné. Ce n'est pas la vengeance qui a gagné. J'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai gagné ma dignité, mon autonomie, mon droit de vivre en paix dans la maison que j'ai bâtie de mes propres mains. Je me suis allongé dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans peur, sans culpabilité. Parce que j'avais appris la leçon la plus difficile qu'une mère puisse apprendre.
Que l'amour d'un fils ne signifie pas le laisser vous détruire. Qu'être mère ne signifie pas être une esclave. Que le sacrifice a des limites. Et que parfois le plus grand acte d'amour est de fermer une porte. Non par haine, mais par amour-propre. C'est ma victoire. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin de vérité, de patience et de la force de dire « assez ». Et cela était suffisant. La porte est fermée. Mon jardin fleurit. Mon thé est chaud. Et moi, Eleanor Anderson, à 67 ans, je vis enfin pour moi. C'est ma justice.